Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors ce dimanche, comme prévu, on parle du premier pilier sur la liberté financière. Donc j'ai fait une première vidéo d'introduction. Qu'est-ce que la liberté financière? Qu'est-ce que surtout ce n'est pas la liberté financière? Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite tout de suite à aller la voir. Ça va apparaître en haut à droite de votre écran. On va commencer par le premier pilier. Le pilier bourse. Et dans ce pilier, je vais absolument tout vous dire. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Quels sont les mythes? Et surtout, quelles sont les réalités? On entend trop souvent que tout le monde peut tout réussir. Et pourtant, c'est complètement faux. Tout le monde n'est pas fait pour la bourse. La bourse, c'est vraiment, je pense, même le pilier le plus spécifique et le plus compliqué au final à prendre en main parce que tout le monde n'est pas fait pour la bourse. Tout le monde n'est pas prêt à la volatilité, n'est pas prêt au risque que ça peut engendrer. Il y a pas mal de contraintes par rapport à la bourse et je pense que c'est important de vraiment parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, quand on parle de la bourse, on parle principalement de trois types de profils. On va avoir les investisseurs, on va avoir les swing traders et les day traders. Alors, je vais tout vous expliquer. Vous inquiétez pas si vous êtes perdu. Alors, les investisseurs sont des personnes qui vont investir, donc qui vont acheter très souvent pour une longue période de temps, alors que ce soit des actions, des obligations, des crypto-monnaies, ou même se placer en fait dans des fonds actifs ou passifs, voire même des fonds en euros par exemple, en passant par une assurance vie. Alors, tout n'est pas bon à prendre, bien évidemment, mais en tout cas, un investisseur, c'est vraiment une personne qui va investir pour une longue période de temps, donc ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans l'espoir d'avoir un certain capital ensuite qui a fructifié, qui a pris de la valeur et surtout qui a pris plus de valeur que l'inflation. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Si vous gagnez en fait 1% par an, concrètement, vous gagnez autant que l'inflation. Donc c'est comme si vous gagnez rien. Ça, il faut le comprendre. En général, en fait, on veut gagner du pouvoir d'achat. Si on gagne 1% par an, vous ne gagnez pas du pouvoir d'achat. Au final, votre argent reste au même niveau et vous pouvez acheter systématiquement les mêmes choses. Et c'est pour ça en fait que dans tous les calculs de performance, il faut systématiquement prendre en compte l'inflation. Et très souvent, elle n'est jamais prise en compte. On vous parle tout le temps en fait des performances brutes. On vous dit la bourse, ça prend 10% par an. Ouais, ça prend 10% par an. Si on ne prend pas en compte ni l'inflation, ni les frais de courtage, ni l'imposition. Et quand on enlève en fait tout ça, en fait, on se rend compte que c'est plus entre 6 et 7% et non pas 10%. Et 3%, croyez-moi, que ça change beaucoup sur le long terme. Alors, la bourse et les obligations, surtout, on va dire, les actions et les obligations. Donc, les actions, c'est clairement ce qui est le plus performant depuis maintenant des centaines d'années. Alors, on vous dit tout le temps, oui, investir en bourse, c'est facile. En fait, il suffit d'investir dans les actions. Et c'est vrai, les actions, on va dire que depuis les 200 dernières années, en moyenne, alors si on se base sur le marché américain, parce que c'est là où on a en fait les données qui remontent vraiment le plus loin, au début des années 1800, la bourse effectivement a pris en moyenne entre 6 et 7% net d'inflation par an. Ça c'est vrai. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est la globalité des actions et pas juste une action. En fait, dans la réalité, il y a très peu de chances pour qu'une action que vous ayez achetée en 1800 ait encore de la valeur aujourd'hui. Parce que la plupart ont juste disparu. Parce que les entreprises ont soit fermé, soit fait faillite ou n'existent plus pour X raisons. Donc, bien évidemment, c'est le marché global. Donc oui, investir en fait dans le marché global, c'est s'assurer, on va dire, d'avoir une performance qui est déjà supérieure à l'inflation. Ça, c'est un minimum. Alors, ce n'est pas forcément compliqué si on vit en Europe, parce qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est quand même, on va dire, contrôlée par la BCE. Même, on va dire que le rôle d'une banque centrale, c'est juste l'inflation. L'inflation, c'est l'ennemi public numéro 1 pour une banque centrale. Il faut absolument que l'inflation n'augmente pas trop. C'est vraiment le rôle aujourd'hui des banques centrales. Alors, bon, on pourrait en discuter. Aujourd'hui, les banques centrales ont aussi le rôle de sauver en fait l'économie. Pour ça, elles ont carte blanche. Elles peuvent faire tout ce qu'elles peuvent. Donc, ça veut dire injecter autant de liquidités qu'il le faut pour sauver en fait le système. Et ça, en fait, c'est pratiquement depuis la crise de 1929 où là, pour le coup, l'État, surtout américain,
n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire pour éviter en fait cette crise. Ils ont fait beaucoup d'erreurs et ils ont justement appris énormément de ces erreurs. Et c'est pour ça qu'en 2008, il ne s'est pas reproduit ce qui s'est passé en 1929. Et pourtant, si rien n'avait été fait, eh ben, je peux vous assurer qu'à mon avis, on n'aurait pas vécu les 10 dernières années qu'on a pu vivre. On serait dans un monde, à mon avis, très différent. Parce que la crise, qu'on le veuille ou non, a été vraiment stoppée par la politique monétaire qui a été mise en place par la Fed et ensuite par la BCE. Donc ça, il faut le comprendre parce qu'on critique tout le temps la BCE et elle est vraiment critiquable. Je ne dis pas que ce que fait la BCE, c'est bien. En tout cas, il faut comprendre que ce qu'elle a fait en 2008, c'était soit ils faisaient ça, soit malheureusement, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui seraient ruinées. Donc, à mon avis, il valait mieux en fait qu'ils fassent ça. Voilà. Alors, les actions, oui, ça prend 6 à 7% par an. Sauf qu'il faut investir en fait sur le marché global. Pour investir sur le marché global, ça n'a jamais été aussi simple. Ça n'a jamais été aussi simple. J'ai envie de dire que pour investir en fait en bourse aujourd'hui, sans trop se prendre la tête, juste en se disant tiens, je veux juste profiter en fait de la croissance globale de la bourse qui doit être en moyenne, on va dire entre 5 et 6% net, vraiment si on prend la globalité et pas que les États-Unis qui eux en général surperforment beaucoup plus que l'Europe ou même que l'Asie, en fonction des pays d'Asie bien évidemment, il y a des pays qui sont hyper dynamiques, mais globalement, les États-Unis, pour un pays développé, ils ont vraiment une performance qui est dingue en bourse depuis maintenant très longtemps, quoi. Mais si on prend la globalité, on est aux alentours des 5-6%. Et bien, pour investir dans la globalité, aujourd'hui, c'est très simple, il existe ce qu'on appelle les ETF, qui sont en fait des sortes de fonds passifs qui sont indexés sur des indices boursiers. Un indice boursier, c'est comme le CAC 40 par exemple, qui va prendre les 40 plus grandes valorisations françaises. Eh bien, il existe un indice mondial qui va prendre toutes les principales actions du monde. Ça s'appelle le MSCI World. Donc, vous pouvez en fait, si vous voulez, juste investir dans le MSCI World. Donc, le MSCI World prend tous les pays développés. Attention, il ne prend pas les pays en voie de développement, mais il y a d'autres indices qui prennent également les pays en voie de développement. Voilà. Et juste en faisant ça, vous investissez dans toute la planète. Et vous pouvez générer entre 5 et 6% net d'inflation par an. Pas si compliqué que ça. Donc en fait, l'investissement, ce n'est pas compliqué. Et d'autant plus si on investit par palier. Donc chaque mois, chaque trimestre, chaque année, on injecte de l'argent. Ça marche avec les actions, les obligations et les crypto-monnaies. Donc avec ça, en fait, on ne devient pas millionnaire comme ça. On peut devenir millionnaire en l'espace de 10 ans, 20 ans, 30 ans, en fonction de à partir de quand vous commencez. Il y a aussi un facteur chance à prendre en compte. En fait, ça, on ne vous le dit jamais, mais il y a tout le temps un facteur chance. Que ce soit en trading, en investissement, il y a un facteur chance qui fera qu'il y a une personne qui va gagner plus que vous. Et pourtant, il a les mêmes compétences que vous. C'est juste qu'il a acheté quand c'était plus bas, il a revendu quand c'était plus haut. Mais c'est juste la chance. Voilà. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, il y a les investisseurs. Vraiment, le but de l'investisseur, c'est vraiment de se créer un capital qui va se protéger de l'inflation et qui va croître. Bien évidemment, le but, c'est quand même de le faire croître. Alors ensuite, il y a tout ce qui est fonds passifs, fonds actifs. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Les fonds passifs, eh bien, on va justement retrouver tout ce qui est ETF. Fonds actifs, on va retrouver ensuite, c'est plus des gestionnaires qui vont gérer vos fonds. Donc ça, honnêtement, bon, moi, je ne suis pas forcément un grand fan. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a ensuite les fonds en euros, par exemple. Très souvent, quand on vous propose en fait, dans les assurances vie, bon, les fonds en euros, c'est principalement de l'obligataire. Alors, pour l'instant, ils arrivent encore à générer des rendements supérieurs à l'inflation. Principalement, pourquoi? Parce que dans les fonds en euros, il y a des réserves de performance. Donc, ça veut dire qu'au final, ils ont pu ne pas délivrer toute la performance qu'ils ont pu acquérir de par les différentes années passées. Et ils compensent aujourd'hui, justement, en injectant des performances supplémentaires grâce à cette réserve de performance. C'est comme si, par exemple, en 2010, ils ont fait 5% et en fait, ils ont délivré que 4%. Donc, il leur reste 1% qu'ils vont garder en réserve et qui doivent, à mon avis, utiliser en ce moment. Parce que les obligations, concrètement, sauf les anciennes, mais toutes les récentes, ne rapportent plus rien. Voilà. Maintenant, parlons un petit peu du swing trading et du day trading. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Alors déjà, en fait, est-ce qu'on peut vivre du swing trading et du day trading? Oui, on peut vivre du day trading et du swing trading. Par rapport à ça, il n'y a aucun problème.
La question qu'il faut se poser, c'est avec combien de capital est-ce qu'on est capable de vivre du trading? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, imaginez une seule seconde que vous ayez besoin en fait de 2000 € par mois pour vivre. On va partir du principe que dans une tendance haussière, et ça c'est très important, dans une tendance haussière, on va dire qu'un bon trader va pouvoir dégager, allez, vraiment, on va donner une fourchette large, on va dire entre 5 et 10%. Donc entre 5 et 10% par mois dans un marché bullish, très important. Donc entre 5 et 10% par mois pour réussir à sortir pratiquement 2000 € par mois, ça implique d'avoir un capital de combien? Bon, là, en moyenne, ça va dire entre 20 000 et 40 000 €. Donc, un capital entre 20 000 et 40 000 €, ça va en fait vous permettre de dégager tous les mois, en moyenne, on va dire 2000 €. Et en plus, là-dedans, je ne compte même pas la fiscalité. Donc, aujourd'hui, en France, c'est flat tax, donc c'est 30% sur les plus-values. Donc, ça veut dire concrètement un petit peu plus que 20 à 40 000 en fonction de la performance, bien évidemment. Donc, ça, c'est dans un marché qui est bullish. Je pense qu'on ne me contredira pas en disant que dans un marché bullish, un bon trader peut dégager entre 5 et 10% par mois. Mais le problème, c'est que le marché, il n'est pas tout le temps bullish. Le marché, très souvent, enfin non, pas très souvent, pardon, parfois, il baisse. Parfois, il est sans tendance. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune tendance de définie. Et donc, c'est assez compliqué en fait de trader. On peut réussir à trader, mais concrètement, n'espérez pas les mêmes rendements que dans un marché qui est haussier. Donc, dans un marché qui est soit baissier, soit sans tendance, on ne peut pas espérer les mêmes rendements qu'un marché qui est extrêmement haussier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gagnez 5 à 10% dans un marché haussier, vous allez au moins diviser par 2, si ce n'est plus, la rentabilité que vous allez avoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tirer 2000 €, il ne va pas falloir un porte-monnaie en fait entre 20 et 40 000, mais plus entre 40 et 80 000. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui en trading, il est souvent en fait recommandé d'avoir un porte-monnaie à minima de 50 000 € pour être ensuite capable de pouvoir en vivre correctement. Pourquoi c'est important en fait d'avoir un capital qui est important? Parce que plus vous aurez un capital qui est faible et plus vous voudrez faire plus que ça. Alors oui, vous pouvez faire plus que ça. Il y aura même des années hyper haussière où vous ferez du 15, du 20, du 30%. Pourquoi pas? Bien sûr que c'est possible. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a un capital qui est faible, plus on sera amené à prendre du risque. Et ça, c'est le problème. C'est le problème parce que très souvent, on va vous dire que le trading, c'est magnifique, tout le monde peut réussir. Bah oui, sur le papier, tout le monde peut réussir. Sur le papier, tout le monde peut réussir. Dans la réalité, pour réussir, il faut un capital. Ça, je suis désolé, mais il faut un capital. Et en plus, deuxièmement, il faut la psychologie. Ce qui est compliqué en trading, ce n'est pas les compétences techniques. Parfois, vous pouvez même croire que c'est ça en fait qui est compliqué, mais acquérir les compétences techniques, il n'y a rien de complexe. Honnêtement, avec la bonne formation, donc que ce soit via des livres ou via des formations en ligne ou même via directement des coachings privés que vous pouvez prendre avec des traders, vous pouvez acquérir les compétences techniques et les bonnes bases en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Ça, c'est vraiment pas ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est acquérir l'expérience, savoir gérer ses risques, très important, et surtout, savoir gérer ses émotions. C'est ça, en fait, qui est le plus compliqué. Donc, bien évidemment, qu'on ne va pas commencer à trader avec son capital optimal, on va dire, de 50 000 €. Non, on va commencer tout petit, avec 1 000 €. On va commencer petit à petit, pendant plusieurs mois, pour se faire la main. On va augmenter, en fait, son capital au fur et à mesure. Et au bout de quelques années, quand on est suffisamment à l'aise, quand c'est bien gérer ses risques, ses émotions, on va pouvoir ensuite passer sur un capital qui est important. Donc concrètement, pour devenir trader, il faut des années. Il faut des années en fait de travail, d'expérience et de construction de capital. Si vous n'avez pas de capital, c'est pas grave. Vous pouvez quand même commencer à trader, vous pouvez quand même vous former, vous aurez un tout petit capital, vous pourrez le faire grossir, mais vous aurez une autre activité à côté pour faire gonfler davantage le capital et aussi pour que vous puissiez payer vos factures. Donc ça, il faut le prendre en compte. Très souvent, en fait, on ne le prend pas en compte et on pense que c'est bon. On a 10 000 €, allez, on peut être trader. Non, je suis désolé. Avec 10 000 €, vous ne pouvez pas être trader. Vous n'imaginez pas en fait les rentabilités qu'il faudrait tirer tous les mois pour pouvoir en vivre. C'est juste pas possible. Ça peut marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le jour et le mois où ça ne marche plus, vous faites comment? Donc ça, en fait,
C'est pour ça que c'est très important de bien prendre ça en compte. Et en plus, le capital de trading, c'est un capital que vous n'avez pas besoin pour vivre. Très important. Si vous mettez tout ce que vous avez dans votre capital de trading, et vous ne pourrez pas trader. Ce sera impossible pour vous. Vous serez beaucoup trop stressé, beaucoup trop émotionnel et vous aurez trop de pression. Parce que vous vous dites, oh mon Dieu, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes factures, il faut que je trade. Non, ça c'est vraiment l'erreur à ne surtout pas commettre. Ne jamais être dans cet état-là, parce que si vous faites ça, honnêtement, vous allez tout perdre. Voilà, il faut être extrêmement patient en trading. Parfois, il ne se passe rien durant des mois, durant des années, il n'y a quasiment aucune opportunité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir du capital de côté pour pouvoir vivre décemment et ne pas toucher à son capital de trading. Voilà. Donc, que ce soit swing trading ou day trading, c'est quasiment pareil, il vous faut du capital. Mais là où c'est encore peut-être un petit peu plus complexe aujourd'hui pour l'être humain, c'est pour le swing trading. Pourquoi? Parce que le principe même du swing trading, en fait, c'est de ne prendre que des gros signaux. Donc, le principe du swing trading, c'est en fait de surfer une vague. Donc, une vague haussière, très souvent. En général, on ne surfe pas trop des vagues baissières. On peut le faire, mais c'est pas vraiment. Moi, je ne considère pas ça en fait comme du swing trading parce que sur une vague haussière, l'espérance de gain elle est illimitée, alors que sur une vague baissière, l'espérance de gain elle est très limitée. Donc, ça veut dire qu'il faut systématiquement en fait rapidement récupérer ses profits et en plus c'est plus dangereux car dans une tendance qui est baissière, en général, il y a beaucoup plus de volatilité, donc de rebonds qui sont possibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire encore plus attention et avoir une gestion des risques encore plus stricte dans une tendance qui est baissière. Alors, le swing trading, là où c'est compliqué, c'est que très souvent, en fait, on vous dit que le swing trading, c'est génial, vous passez juste 5 minutes par jour sur les graphiques, vous attendez en fait le bon moment et quand vous voyez un signal, là, vous rentrez et vous surfez une vague gigantesque et vous faites plus 1000%. Dans la théorie, effectivement, c'est comme ça. Dans la théorie, on surveille tous les jours, très rapidement, les graphiques. Très souvent, il ne se passera rien. Et un jour, il y aura un truc, boum, vous rentrez dedans. Mais bien évidemment, avec une bonne gestion des risques. Et si ça paye, c'est vrai qu'on peut prendre toute une vague et là, vraiment, et gagner énormément. Sauf que le problème du swing trading, et qu'on vous dit rarement, en fait, c'est qu'il faut beaucoup de patience. Et en général, l'être humain n'est pas patient. Et en plus, quand vous vous formez, quand vous payez parfois même pour une formation de swing trading, que la tendance n'est pas du tout opportune, qu'elle n'est pas haussière, qu'il n'y a rien à faire et que parfois il faut attendre en fait des mois, voire des années avant de pouvoir vraiment commencer à en tirer profit. Dans votre tête, il se passe quoi? Vous pétez les plombs. Parce que vous êtes formé, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Et donc très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire du surtrading. On va vouloir prendre des trades coûte que coûte, même si les signaux ne sont pas opportuns, même si la tendance n'est pas bonne, vous allez quand même vous forcer parce que vous voulez prendre des trades, vous voulez gagner de l'argent en fait. Et ça, c'est le problème du swing trading. C'est que le swing trading sur le principe, c'est génial, mais à mon sens, ça requiert un capital encore plus important que le day trading parce que les signaux sont rares et quand vous avez un signal, il faut pouvoir le prendre et il faut pouvoir y aller avec un gros capital. Le problème du swing trading, c'est qu'on ne peut pas commencer avec un petit capital parce que honnêtement, il y a tellement peu d'opportunités, de belles et de très très grandes opportunités que si vous mettez un tout petit capital dessus et que ça fait par exemple un x10, si vous mettez 1000 € et que vous gagnez 10 000, vous allez me dire ok, c'est déjà ça en fait de prix. Sauf que faire un x10 en bourse sur un swing trading, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc dans ces cas-là, il faut y mettre 10, 20, 30 000 et là vous faites un x10 et là vous gagnez beaucoup d'argent. C'est comme ça en fait que ça marche le swing trading et malheureusement c'est vrai que très souvent ça on ne le dit pas. On va vous dire que le swing trading c'est génial, mais oui, mais ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'en fait des signaux il y en a très rarement. Donc c'est ça au final qu'il faut prendre en compte. Mais sinon sur le principe et si vous êtes très patient pour le coup, oui, le swing trading c'est une superbe opportunité pour vraiment prendre des très très belles positions au début d'une vague, être capable ensuite de surfer toute la vague et de pouvoir ensuite sortir sur des niveaux très élevés. Après, il faut aussi prendre en compte le côté expérience. Si on n'a aucune expérience, honnêtement, même avec une très très bonne formation, le problème c'est qu'on a beau en fait vous dire quoi faire en conditions réelles, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre par soi-même parfois. Il faut que ça pique, il faut que ça fasse mal. Et honnêtement, vous ne pouvez pas en fait espérer faire que gagner. En fait, très souvent, quand on débute en trading, on perd. Parce que c'est justement quand on perd qu'on apprend. Et on a beau en fait vous dire exactement ce qu'il faut faire, vous allez quand même vouloir faire l'inverse
et vous allez quand même vous en prendre plein la gueule, ramasser, perdre, ça va faire mal et là, vous allez apprendre et pas recommencer. Mais bien évidemment, c'est quand même important de commencer avec les bonnes bases. Parce que si on commence avec les mauvaises bases, malheureusement, vous allez mettre beaucoup plus de temps à apprendre et peut-être même que ça va vous demander en fait des années pour vous rendre compte que tout ce que vous faisiez, vous le faisiez mal et vous allez ensuite réussir à gagner, mais au bout de combien d'années en fait? 5 ans, 10 ans? Malheureusement, en fait, j'ai envie de dire que la vie, elle est un petit peu courte pour ça et des signaux, il n'y en a pas non plus tous les matins, quoi. Donc, c'est pour ça que le swing trading, c'est génial, mais attention, attention, il faut vraiment bien suivre les règles parce que des signaux, il n'y en aura pas beaucoup. Et malheureusement, en fait, si vous êtes trop frileux et que vous n'y allez pas dès qu'il y a des signaux qui sont magnifiques ou pas assez, vous risquez en fait de le regretter. Et malheureusement, il faudra peut-être attendre encore des mois, voire des années pour avoir encore d'autres signaux comme ça. Voilà, c'est un peu comme ceux en fait qui investissent dans le Bitcoin en 2016, voire en 2014, voire en 2015, comme moi par exemple, qui ont été capables d'attendre des années et des années avant ensuite de voir une tendance, de réussir à en tirer profit. Et maintenant, on est de nouveau dans une nouvelle tendance qui est en train de commencer. Mais c'est pareil, il a fallu attendre combien de temps? 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Et malheureusement, en fait, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire pour vous, si vous êtes capable d'attendre, c'est justement comme ça en fait que vous allez gagner. Mais en investissement, quand on gagne, c'est parce que la majorité en fait des autres ne sont pas capables de faire ce que vous faites. Ça, il faut aussi le garder en mémoire. Quand vous faites une super performance, dites-vous qu'il y a une minorité de personnes qui ont réussi à la faire et que la majorité n'a pas réussi à la faire. L'investissement ne dégage que des grosses rentabilités que quand il est extrêmement difficile à faire, qu'il y a beaucoup plus de risques et qu'il y a vraiment un gros travail psychologique. Si c'est trop facile, vous ne pouvez pas espérer des rendements en fait, qui sont extrêmement élevés. C'est pour ça en fait même que moi, toutes les stratégies comme ça qui vous vendent des 5, 10, 20% par mois, limite les mains dans les poches, moi ça me fait bien rire. Parce que concrètement, des stratégies faciles qui rapportent beaucoup, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Parce que tous les investissements, et ça c'est même pas qu'en trading, qui rapportent beaucoup, sont soit des investissements qui sont dans des marchés extrêmement nichés, ou alors qui requièrent beaucoup de compétences, ou alors qui requièrent de prendre beaucoup de risques, ou alors qui demandent un gros capital. Mais il y a tout le temps une énorme barrière, en tout cas, pour être capable d'y arriver. En fait, ça ne peut pas être ouvert à tout le monde. Donc, c'est aussi pour ça que je vous dis que le trading, malheureusement, si vous avez un petit capital, travaillez déjà sur le faire croître. D'accord ? Et ça, pour le coup, il faut travailler très souvent, vendant son temps contre de l'argent. Tout le monde est passé par là. Ce n'est pas forcément dramatique en fait de le faire. Il faut le faire. Faites grossir votre capital. Commencez à trader petit. Et peut-être que dans quelques années, vous aurez un capital suffisant pour ensuite vraiment pouvoir en vivre. Voilà. Donc, j'espère que pour toute la partie bourse, maintenant, c'est clair. Donc, pour devenir trader, pour moi, en tout cas, les compétences techniques peuvent s'acquérir en quelques mois avec une bonne formation, avec des personnes qui vous suivent, très important. Quand vous êtes tout seul, c'est compliqué. Quand vous êtes tout seul, c'est très compliqué. Il faut vraiment des personnes qui vous suivent, qui vous disent non, là tu as fait une erreur, non, là on fait comme ça, là on fait comme ça. Parce que même si vous avez un livre par exemple, le problème du livre, c'est qu'en fait, vous n'allez pas vraiment appliquer en fait ce qui est dans le livre. Même si au début vous allez vous dire oui, je vais faire exactement ce qui est dans le livre, il n'y aura personne derrière vous pour vous corriger. Et ça en fait c'est le problème. Il faut vraiment commencer avec les bonnes bases. Et quand vous avez les bonnes bases, ensuite il faut acquérir de l'expérience. Et pour ça il faut pratiquer. Et il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas non plus avoir peur, se dire non. Moi, j'attends le signal parfait. Non, non. Il faut y aller. On commence soit avec un compte de démo, soit avec quelques centaines, voire 1000 euros. Vous vous habituez, vous commencez à trader, etc. Il faut ensuite accepter qu'au début, il faut gagner de l'expérience et pas gagner de l'argent. Ça, c'est très important. Vous gagnez de l'expérience et au bout d'1 année, 2 années, et si vous avez le capital qui vous le permet, là, vous commencez à augmenter et ensuite à basculer vraiment sur une activité. Mais attention, beaucoup de personnes se précipitent souvent pour devenir libres, quitte à claquer en fait la porte de leur taf beaucoup trop tôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous claquez la porte de votre taf, il n'y a pas de retour en arrière possible. Psychologiquement, c'est pas possible. Psychologiquement, dans votre tête, vous vous dites c'est bon, je suis libre. Donc vous ne pouvez pas repartir travailler. C'est très très dur psychologiquement. J'en connais qui l'ont fait parce qu'ils sont beaucoup trop précipités. Ils avaient 10 000, 20 000, 30 000 euros de côté. Ils se sont dit allez c'est bon, je prends une formation, c'est bon, je peux être libre financièrement.
Et bien très souvent, ce n'est pas aussi simple que ça. Très souvent, ça demande du temps. Et quand on a juste 20 ou 30 000 de côté et qu'on ne gagne rien d'autre, eh bien, je peux vous assurer que le capital, il fond comme neige au soleil. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Même si vous commencez à être rentable, mettez-vous d'abord de côté un capital de réserve qui vous permet en fait de vivre au moins 6 mois. Et ensuite, quand vous avez un capital de côté, que vous avez des revenus réguliers, là, vous pouvez vous dire « Ok, c'est bon, maintenant, je me casse ». Et ça, c'est le faire en fait dans les bonnes conditions. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour le trading. Donc là, j'ai dit 5 à 10% par mois. Donc là, je parlais plus du marché boursier traditionnel. Attention, si on parle des crypto-monnaies, bien évidemment que dans un marché bullish, ce n'est pas du 5 à 10% par mois qu'on va faire. Je pense qu'on peut amplement multiplier par 10 ce rendement. Mais attention, les crypto-monnaies, pour le coup, c'est pareil. Il faut être très patient. Là, ça fait 2 ans qu'on n'est pas dans un marché haussier. Donc oui, dans un marché haussier, on peut espérer faire du 50, du 100% tous les mois. C'est possible, bien évidemment. On a pu voir ce qui s'est passé auparavant, c'est amplement possible. Sauf que d'une part, il faut être extrêmement patient. Il faut attendre que le marché soit propice justement pour faire ça. Quand le marché ne fait que baisser ou est sans tendance, je peux vous assurer que vous n'allez pas faire du 50% ou du 100% par mois. Déjà, si vous arrivez à faire entre 5 et 10% par mois dans le marché des cryptos quand il baisse, je peux vous assurer que ça, c'est déjà un exploit. Très peu de personnes sont capables de générer vraiment de la performance dans un marché qui est baissier. Le marché en fait des crypto-monnaies, c'est un marché qui est plus difficile que le marché des actions. Il y a beaucoup plus de volatilité, il y a beaucoup plus de faux signaux. Il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup moins au final de paires qui sont liquides que d'actions qui sont liquides. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Au final, dans les cryptos, si on veut gagner quand le marché baisse, il y a une dizaine de crypto-monnaies, tout au plus, une vingtaine, mais pas plus. Parce qu'il faut être capable de prendre du levier, d'emprunter pour vendre à découvert. Donc forcément, en fait, dans un marché qui est baissier, on ne peut pas espérer en fait, des gains aussi élevés. Ça, on vous le dit très rarement. Et dans un marché qui est sans tendance, bah, c'est pareil. Très souvent, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut tenter en fait, de trader les ranges, etc. Mais honnêtement, c'est très compliqué. Ça paraît toujours simple en théorie. Dans la pratique, ce n'est pas du tout aussi simple. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de chances de gagner dans un marché qui est haussier parce que l'optimisme est présent et il y a beaucoup moins de faux signaux. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. En tout cas, ce n'est pas en fait parce qu'on est dans un marché qui est baissier qu'il faut se dire « non, j'attends le marché haussier ». Non, vous devez commencer à gagner en expérience tout de suite, à comprendre comment le marché fonctionne. Parce que ça va vous demander en fait du temps. Donc, autant le faire dans un marché qui est baissier. Comme ça, quand vous serez dans un marché haussier, vous aurez déjà acquis une certaine expérience. Voilà. Allez, j'espère que c'est clair. Je pense que ça fait déjà un petit moment que la vidéo dure. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. Si vous avez aimé en fait cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais parler du prochain pilier qui sera le pilier sur l'IMO. Donc, rendez-vous dimanche prochain. Il y aura beaucoup à dire par rapport à ça. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.